quand on appartient aux 10% des rémunérations supérieures, on bénéficie d'écarts de niveau de vie, de captation d'opportunités, hein, qui font qu'on bénéficie d'un système de ces inégalités structurelles de classe. Et ça, c'est des groupes sociaux qui sont bien plus nombreux que les 1%. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà. Oui, il y a en fait une partie assez considérable de la société qui tire profit, plus ou moins confusément, des rapports d'exploitation. Voilà, et qui vote du coup plutôt de manière conservatrice. Qui en tire profit de toutes sortes de manières. D'une part, du point de vue des rémunérations, hein, parce qu'ils captent donc une grande partie de la richesse produite par le travail global de la société, au détriment des autres. Mais il s'approprie aussi, il monopolise tout un ensemble d'opportunités. Hein, donc toutes ces compétences qui vont justifier le travail hautement rémunéré et qui font que le travail va être plus riche en contenu, plus satisfaisant, plus gratifiant. Hein, donc là, il faut aussi définir les classes sociales en fonction de leur capacité à s'approprier les opportunités. Bon, c'est aussi une des limites des luttes pour l'égalité salariale, par exemple, entre hommes et femmes, qui sont tout à fait légitimes du point de vue d'une exigence de lutte contre les discriminations de genre, mais qui ont pour conséquence qu'on exige simplement que les femmes soient aussi exploitées que les hommes, ou si on pense donc à l'accès aux positions de direction, que les femmes puissent devenir aussi exploiteuses que les hommes de leur classe. Ce qui, dit comme ça, apparaît comme un progrès indéniable, parce qu'il n'y a pas de raison d'accepter des inégalités fondées sur le sexe, mais qui, en même temps, apparaît comme un progrès relativement limité, mais pourquoi? Parce qu'il se fait sans remettre en cause des structures d'injustice et de domination. Il reconduit l'impensé de l'exploitation. Et c'est en ce sens que le concept d'abolition de l'exploitation conserve toute son actualité.